m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Allô, je m'appelle Sarah Normandin, je suis nutritionniste et conceptrice animatrice du balado Le Maudit Poids. Bienvenue à notre 5e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Cet épisode est diffusé dans le cadre de la journée sans maquillage, qui est une campagne d'équilibre. Et cette campagne-là invite les jeunes et les adultes à réfléchir, autant au niveau individuel que collectif, à la relation qu'on entretient avec le maquillage, l'utilisation des filtres, des applications de retouche et aussi plus largement à l'importance qui est accordée à l'apparence de notre société, importance qui est, disons-le, plutôt démesurée. On le sait, la norme de beauté, je me permets de mettre des guillemets à l'oral à ce terme, valorise beaucoup la minceur ou le corps athlétique chez les femmes, beaucoup la musculature chez les hommes. Donc déjà, on subit la pression de ressembler à ces modèles-là qui sont assez irréalistes et qui sont très fréquents dans l'environnement qui nous entoure. Mais maintenant aussi, avec les réseaux sociaux, il y a encore plus de modifications des images ou des corps à cause des filtres qui sont facilement accessibles et ça fait qu'on vit une pression supplémentaire pour correspondre à des standards qui sont encore plus irréalistes. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans les séries, au cinéma, la grande majorité des images qu'on voit sont modifiées et ne sont pas représentatives de la réalité. C'est tellement omniprésent qu'on s'en rend pas toujours compte. En même temps, les réseaux sociaux sont là pour rester et ils sont pas que négatifs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour les utiliser en retirant le meilleur pour développer notre esprit critique? On va répondre à ces questions-là avec nos deux invités aujourd'hui. Dans la première partie de l'épisode, on va parler des normes de beauté à l'ère du numérique avec Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice, directrice générale et recherche de la Fondation Le Ciel. Ciel pour Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. On va aussi discuter avec Nadia Tranche-Montagne, une créatrice de contenu inspirante, qui va nous partager son point de vue déculpabilisant et nuancé sur l'utilisation des filtres et qui va nous aider à nous rappeler que la réalité est souvent un peu moins glamour que ce qui est présenté finalement sur les réseaux sociaux. Alors merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Allô Emmanuelle, comment ça va? Allô, ça va bien? Vous, comment ça se passe? Très bien. Ça va bien, merci. On avait tellement hâte d'échanger avec toi. Justement, à la formation Le Ciel, vous avez vraiment à cœur d'aider les gens à utiliser les réseaux sociaux, mais de façon judicieuse pour en retirer le meilleur, parce qu'on le sait, les réseaux sociaux, c'est pas juste mauvais. C'est important de pouvoir développer son esprit critique pour mieux comprendre comment les utiliser sainement. Puis d'ailleurs, sur votre site web, vous avez une citation de Naomi Skwarna qui dit que le problème, c'est pas la technologie, mais qui se situe plutôt dans la vulnérabilité de la psychologie humaine. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous parler un peu plus de toi et de la Fondation Le Ciel? Ouais, complètement. C'est une belle citation que tu es allée chercher parce que souvent, on va blâmer un peu la technologie. C'est sa faute, si je me sens comme ci, comme ça, mais de penser aussi à nos vulnérabilités personnelles puis nos forces personnelles, ça nous aide des fois à prendre en charge la technologie, même si ça peut être problématique des fois, mais bon, là, j'ai comme sauté sur autre chose. Si je me présente, en fait, oui, depuis décembre dernier, je suis docteur en communication. J'ai fait un doctorat sur le sujet de l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents, adolescentes. Et puis, durant mon doctorat, je me suis associée avec d'autres chercheurs et aussi avec Alexandre Champagne, qui est cofondateur, pour créer Le Ciel. Puis une des, je dirais, activités les principales là, qu'on fait, sur laquelle on met plus nos énergies, ce sont des ateliers auprès des jeunes. Donc, auprès des 14-17 ans, on va avoir un atelier d'autodéfense numérique où on va aller parler de différents sujets du bien-être avec eux, les relations sociales, l'attention, la comparaison sociale, entre là-dedans. Et puis, on va également, depuis peu, dans les écoles primaires, dans les 4, 5e et 6e années, pour amorcer une conversation aussi sur la place du téléphone et des jeux vidéo dans notre vie. Donc, on est très connecté à ce que les jeunes pensent parce que même si on est souvent prêt à parler des jeunes et du numérique puis comment ça peut nous préoccuper, on prend comme moins le temps, tant dans la recherche que dans nos initiatives, gouvernementales et tout, d'aller à l'écoute des jeunes puis d'aller les écouter vraiment sur comment ils se sentent. Puis je sais que tout ce qui est la thématique entourant le corps, ça fait partie de ces conversations-là. Puis c'est une thématique qui ressort souvent dans les ateliers.
C'est vraiment intéressant. Puis merci de faire ça au nom des jeunes. J'adore l'idée. Puis justement, avec le nom de votre fondation, Ciel, c'est pour intelligence émotionnelle en ligne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que ça signifie exactement? Ben oui, certainement, parce que ce qu'on aime bien de partir avec, on parle souvent de bien-être numérique ou d'intelligence émotionnelle en ligne, comme si le mot numérique ou le mot en ligne devenait accessoire ou ajoute du contexte au bien-être ou ajoute du contexte à l'intelligence émotionnelle, parce que on considère pas qu'il y a une vie en ligne et une vie hors ligne, qu'il y a le monde virtuel et le monde qui n'est pas virtuel, le monde réel. Non, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à travers les écrans, c'est une réalité aussi qui nous affecte puis dans laquelle on crée aussi du contenu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de développer des habiletés comme l'intelligence émotionnelle où on va être amené à, je parle comme si j'étais pro, là, j'ai moi-même pas une intelligence émotionnelle genre super développée, super, mais le concept, là, disons, théorique, c'est que d'une part, d'apprendre à reconnaître nos émotions, à savoir les identifier quand elles sont là, à savoir les voir chez les autres aussi, puis de voir comment est-ce que nos actions peuvent impacter comment qu'on se sent puis comment les autres se sentent aussi. Puis dans le cadre du numérique, des environnements en ligne, c'est de comprendre mieux aussi les jeux vidéo, les réseaux sociaux, comment la manière dont ils fonctionnent, ça peut nous affecter. C'est la même chose pour le bien-être numérique. En fait, c'est la définition du bien-être, mais comment est-ce que il y a certaines parties de ce bien-être-là qui peuvent être exacerbées par le numérique. Donc, c'est important de tout le temps ramener ça. C'est pas les connaissances là, qu'on a appris depuis toujours là, avant les réseaux sociaux de comment se sentir bien, comment résoudre un conflit quand je me sens pas bien, je vais parler à un ami. Tout ça reste. C'est juste que maintenant, il y a un nouvel espace qui est Internet dans lequel tous ces principes-là vont se dérouler. Là. Quand même, ça amène un challenge supplémentaire, justement, je trouve, dans le niveau de bien-être. C'est... Disons que la Fondation a vraiment sa place. C'est un gros contrat. Oui, hein? Oui. Définitivement. Puis, selon toi, est-ce qu'on accorde justement une importance qui est démesurée à l'apparence dans notre société? Oh boy, grosse question, je le sais pas. Dans notre société, mais je peux dire quand même que sur les réseaux sociaux, plus que même les jeux vidéo, puis je fais la comparaison parce que les études scientifiques, souvent, ils vont, disons, regarder une tranche de la population, que ce soit les jeunes, puis regarder c'est quoi l'utilisation qu'ils font du numérique, combien d'heures tu passes sur les réseaux sociaux, devant les jeux vidéo, puis les études qui associent un grand temps devant les réseaux sociaux sont associées un petit peu plus à des indicateurs de bien-être qui vont moins bien, à une plus grande insatisfaction que les jeux vidéo. Puis puis ça c'est pas du cause à effet en passant là, ça peut être juste des personnes qui se sentent moins bien qui vont vers les réseaux sociaux plutôt qu'aller vers des jeux vidéo là, donc il y a pas de panique en la demeure. Mais une raison pourquoi je dis ça, c'est que les réseaux sociaux, ils sont beaucoup centrés sur l'image. Donc, par leur design. OK, peut-être pas Twitter, là, t'as un nombre de caractères limité, là, à moins qu'Elon Musk décide que maintenant, c'est juste des photos, là. On sait pas trop avec lui. Mais pour tout ce qui est Instagram, TikTok, c'est très concentré sur l'image. Donc, qu'elle soit modifiée ou pas, quand on se promène dans la rue, on voit des personnes, on les croise, mais quand on est sur les réseaux sociaux, on est sur cette image-là figée des individus. Donc, si on reprend une genre de théorie où plus tu es exposé à certaines images, plus elles t'affectent, puis elles affectent ta conception de la réalité, ben nécessairement par le design, les réseaux sociaux nous amènent à regarder le monde. Puis évidemment que ça dépend de ce que tu suis, mais c'est sûr que si tu vas en nature, ben tu vas voir des arbres, puis là, tu vas penser à la nature, puis peut-être à la protection de l'environnement, mais si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas voir des gens qui sont beaux, belles, tu vas être contente pour eux, tu vas liker, mais ça se peut que ça t'amène aussi à réfléchir davantage à l'image que toi aussi tu peux projeter sur ces réseaux-là ou dans la vie de tous les jours. Donc, est-ce que on accorde trop d'importance? Je pense que c'est à l'image physique, à l'esthétique. Je sais pas si c'est trop ou pas assez, mais certainement que les réseaux sociaux sont venus exacerber cette importance-là. Tout à fait. Puis justement, tu le dis bien, j'aime l'exemple, tu te promènes dans la rue, tu vois les gens, tu vas sur les réseaux sociaux, puis là, il peut y avoir des retouches d'apparence, il peut y avoir l'utilisation des filtres, on peut vraiment faire des retouches assez exceptionnelles puis que ça paraît pas, là. Puis là, je me demande, c'est quoi la relation qu'on entretient avec ça, ces filtres-là, ces retouches-là, autant individuellement que collectivement? Ouais, mais les filtres, si on regarde un peu par où ils sont partis, la motivation, c'était initialement, quand on discutait, Snapchat qui a mis de l'avant ces filtres-là. Donc, souvent, c'était des filtres plus rigolos pour rire. Quand t'envoyais un message, t'avais les oreilles de chien, la langue de chien, même t'avais un arc-en-ciel qui descendait de ta bouche. Donc,
Snapchat a vu que c'était très populaire, donc sont mis à développer ça. Instagram l'a adopté aussi quand, peu après Snapchat, ils ont introduit la story 24 heures, parce que tous les réseaux sociaux se font compétition les uns avec les autres, donc c'est pas rare de voir des mécanismes là, se répéter de l'un à l'autre. Là. Parenthèse avec TikTok, qui maintenant il y a les Reels sur Instagram, les Shorts sur YouTube. C'était la même chose à ce moment-là avec les stories et les fameux filtres. Puis pour reprendre la citation que tu as relevée en début d'épisode sur le fait que la technologie, elle va suivre parfois l'opportunité financière, l'opportunité économique et donc, des fois, nos vulnérabilités personnelles. Parce qu'une vulnérabilité qu'on a, c'est que quand on sort dehors, on veut bien paraître. Fait que là, si je mets une photo de moi ou que je partage mon image en ligne, je sais qu'il y a un public qui va le voir, je veux bien paraître aussi. Fait que c'est normal. Donc, les filtres qui ont commencé aussi à être créés par des créateurs, pas juste par la plateforme, ils sont attachés à ce besoin-là qu'on avait de bien paraître. Puis c'est pas un besoin qui est négatif en soi, vouloir bien paraître devant les autres, mais plus il y a eu une popularité des filtres, plus tu as des entreprises privées ou des entreprises qui ont mis de l'avant ce genre de service-là parce que, justement, on les utilisait beaucoup. Après, donc, ça c'est un petit peu l'historique. Donc, c'est arrivé comme ça sans dire, oh mon Dieu, les gens dans les réseaux sociaux, ils tirent les ficelles puis sont méchants. Non, ça répond à une utilisation qu'on en fait. Donc, c'est sûr que on a un certain pouvoir là-dedans quand on les utilise. Après, pourquoi on les utilise? Quand tu poses des questions, les réponses vont pas mal dans toutes les directions. Là. Donc, il y en a que, quand tu vas voir les jeunes, il y en a beaucoup qui vont dire, c'est pour rire, c'est pour tester des choses. Il y en a qui vont dire, c'est pour quand je suis fatiguée, quand ça me tente pas de me maquiller juste pour me présenter aux autres puis faire une story, là, je vais mettre un petit filtre. Il y en a d'autres que ça va être, justement, ils vont le dire pour cacher des imperfections. Donc, il y a toute une myriade de raisons pour lesquelles les gens mettraient des filtres ou feraient de la retouche photo. Puis d'ailleurs, on vient de commencer à aller dans les écoles primaires, puis on fait des mises en situation avec eux, puis on disait qu'est-ce qui se passe si, disons, ton ami met une photo de toi où tu trouves que t'es pas à ton avantage, genre tu fais une grimace de quoi entre les dents ou peu importe. Puis ça serait quoi une des solutions? Puis une des premières choses qu'ils nous disent, puis c'est des jeunes de 5e année, ils ont comme 11 ans, là, ils disent on pourrait juste modifier la photo pour qu'elle soit belle. Donc, tu sais, c'est des connaissances qu'on intègre très jeune, là, que même si on n'a pas nécessairement de réseaux sociaux, on sait qu'on est modifiable sur l'image. Wow, OK. Fait que d'un sens, on peut se dire, hey, c'est bon, ils ont un esprit critique quand ils voient une image, ils se disent qu'elle a peut-être été modifiée. Mais en même temps, ça fait aussi que quand il y a une image où ils voient leur visage, ils se disent, je pourrais me modifier. Donc, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Là. Quand on parle de numérique avec des parents, c'est quelque chose qu'on va répéter que les premiers comportements à surveiller, c'est les nôtres parce que les enfants vont ils vont répéter ce qu'ils voient. Donc, si t'es souvent sur ton téléphone durant le repas, étonne-toi pas que le jeune le fasse aussi. Il va appeler à la justice. C'est pas juste que toi, t'as le droit, pas moi. Et puis, même chose, s'il voit avec des filtres, il peut avoir tendance à les utiliser. Tout à l'heure, tu disais aussi que, justement, les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'on voit plus de visages, qu'on se compare plus. On sait quand même que le fait d'être exposé à une variété d'images qui sont irréalistes sur les réseaux sociaux, ça peut affecter justement comment on va se sentir, l'image corporelle, l'estime de soi aussi, entre autres. On a des chiffres là-dessus. Selon un sondage qu'on a fait avec la firme Léger en 2022, auprès de 1808 Québécois et Québécoises âgés de 14 ans et plus, il y a une personne sur 3 qui dit ne jamais ressentir ou rarement ressentir de l'amour pour son corps. 42% qui ressentent de la pression pour correspondre aux standards de beauté qui sont véhiculés dans la société. 42% qui affirment que cette pression provient des médias, donc télévision, mais aussi réseaux sociaux, magazines. C'est un peu paradoxal parce que de l'autre côté, il y a 74% qui sont d'accord pour dire que les standards de beauté dans les médias, dans les réseaux sociaux sont irréalistes. Donc, on le sait, mais ça nous affecte quand même. Il y a près d'une personne sur 5 qui affirme que les standards les font douter de leur valeur comme personne. Et finalement, près d'une personne sur 5 aussi qui aimerait que son corps ressemble à celui des gens sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces données-là? Est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça ressemble aussi à ce que tu vois dans la littérature? C'est quoi les conséquences aussi dans la littérature de l'utilisation des filtres? Est-ce que tu as quelques données aussi là-dessus? Ouais, mettons que si je continue un peu avec les filtres sur les données là-dessus, en fait, c'est très difficile de le mesurer, puis aussi de le contextualiser au sens que si vous avez un enfant en bas âge, vous sortez votre téléphone, il essaye un filtre, puis là, il y a des grands yeux, puis des roses sur les joues,
ça, c'est très difficile scientifiquement d'aller regarder tous ces jeunes-là, voir si ça a un impact sur eux-mêmes, puis c'est probablement un peu anodin parce que c'est un cas isolé. Est-ce que la personne a une conscience qu'elle est influencée? Parce que quand t'es ado, c'est pas nécessairement ton réflexe premier que de dire que t'es influencé par le contexte puis les images qui t'entourent. Des fois, on va rencontrer une certaine résistance à t'es en train de développer ton identité à ce moment-là de ton développement. Donc, tu dis, ben moi, je suis authentique, je vis ma vie, voici ce que j'aime, non, ça m'influence pas, je pense de telle manière. Puis, tu sais, là, je parle des ados, mais on le retrouve chez les adultes aussi, puis je pense qu'on ne pèse pas le poids de comment est-ce que les images nous influencent puis influencent notre perception de la réalité. Ces chiffres-là ne m'étonnent pas particulièrement, puis il y a même d'autres données, cette fois-ci chez les adultes, qui le montrent que pendant la pandémie, ne serait-ce qu'avec la visioconférence et le fait qu'on était davantage exposés, non pas à plein d'images de beauté réaliste, mais à notre propre image sur les appels Zoom, mon petit coin, sur les appels Teams, les personnes sont devenues des fois plus conscients là, de certains défauts qu'il y avait dans leur visage, puis c'est quelque chose qui amenait dans les cliniques de chirurgie plastique ou d'injection, des situations comme ça, puis même que les personnes, les cliniciens et tout, là-dedans le disent que les personnes amènent des photos de filtres pour dire ça, c'est la modification corporelle que j'aimerais avoir idéalement. Ce qui est pas toujours possible après, puis bon, ça peut poser certains problèmes. En même temps, là, pour toutes ces données-là de la pandémie, c'est sûr que c'est un moment stressant pour tout le monde à cause de toute la situation sanitaire, donc ça veut pas nécessairement dire que c'est réplicable aujourd'hui, parce que les gens étaient plus stressés, je présume, à ce moment-là. Mais oui, voilà, pour ce qui est des filtres, puis même on a une étude là, que ça fait dans le contexte québécois là, où pendant 5 ans, ils ont regardé, dans le fond, des jeunes comme durant toutes leurs années au secondaire, là, genre peut-être que vous la connaissez, puis ils ont regardé le temps que ces jeunes-là passaient devant les réseaux sociaux, puis des indicateurs par rapport à leur estime personnelle et par rapport à peut-être des signaux, des symptômes de troubles alimentaires. Puis ce qu'ils voyaient, c'est que les jeunes, encore une fois, on n'est pas dans le cause à effet, les jeunes qui avaient une plus grande utilisation des réseaux sociaux, souvent, c'est des jeunes aussi qui allaient avoir une diminution de l'estime personnelle d'année en année avec un temps écran qui allait augmenter. Puis c'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, là, c'est important, c'est pas nécessairement du cause à effet, mais c'est que ça vient correspondre à si on est en recherche d'un modèle, qu'on se questionne sur notre corps, que c'est quelque chose qui nous intéresse, mais ça fit avec les réseaux sociaux parce qu'ils vont nous montrer du contenu qui correspond à nos besoins ou en tout cas qui vient genre combler une sorte de préoccupation ou de vide ou quelque chose comme ça. Donc, oui, il y a des liens à faire là, entre les deux. Là. Si je peux me permettre de faire du pouce là-dessus aussi, c'est que les gens vont faire cette recherche-là, puis on disait tantôt, ils ont un esprit critique, ils savent que les photos peuvent être modifiées, mais c'est ça qu'ils consomment plusieurs fois par jour quand même. Fait que c'est de dire, c'est beau l'esprit critique, mais c'est ça ton nouveau modèle, c'est ça que tu vises. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de un petit peu dangereux peut-être là aussi. Là. Oui, puis même qu'une étude que j'aime beaucoup où en France, au UK, puis je pense que le troisième pays, c'est en Israël, ils ont mis une notice devant les photos où obligeant, mettons, les personnes créatrices de contenu à le mentionner lorsque la photo était modifiée. Puis ils ont marqué dans les résultats que quand les personnes, dans une expérimentation, voyaient les photos avec la notice, l'avertissement, attention, cette photo a été modifiée, ça les faisait pas nécessairement sentir mieux à propos de leur corps après. Et l'hypothèse qui est soulevée par les chercheurs ici, c'est que, encore une fois, c'est pas nécessairement que les gens ont pas conscience ou le fait qu'il y ait la notice ou l'avertissement fait juste renchérir sur le fait, regarde, cette personne, elle a senti le besoin de se modifier. Donc, même si tu sais que c'est irréaliste, ça te dit, moi, est-ce que je dois aussi sentir le besoin de me modifier? Ça entretient la pratique. Ouais, est-ce qu'on est en train de normaliser le fait que c'est normal de se modifier? Donc, ce qui était proposé dans les conclusions de l'article, c'était de dire, bon, voyez, là, on essaie des choses, là, on partage des photos non modifiées, de corps où on partage des photos modifiées avec un avertissement, mais ce qui serait le mieux, ça serait de publier autre chose que notre corps. Parce que même dans toutes les
contenu, puis ça, je suis sûre que ça va intéresser Nadia aussi, dans tous les contenus body positivity, les gens qui en consomment beaucoup, ça c'est une autre étude à côté, qui consomment beaucoup de contenu body positivity, c'est des personnes qui vont avoir une meilleure relation, OK, avec leur image corporelle. Donc, ils vont avoir une diversité corporelle, ils peuvent se sentir mieux, mais c'est aussi des personnes qui vont avoir tendance à objectifier le corps quand même. J'accepte mon corps dans sa forme actuelle, mais j'y pose beaucoup d'attention aussi, alors qu'il y a peut-être des activités puis des choses que je pourrais faire qui m'apporteraient peut-être davantage de bonheur. Donc, ouais, cette limite-là aussi, je la trouve intéressante. Mm-hmm. Puis justement, on est un peu dans les solutions, là, ou comment on peut se protéger de ça, les effets négatifs, donc de poster d'autres choses. Est-ce que tu as des conseils pour les gens, justement, pour essayer d'être moins influencés par ça, puis d'être un petit peu plus, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, finalement, sans que ça nuise à leur estime ou à leur image corporelle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ouais, ben une autre étude que j'aime, c'est qu'on a regardé 2 écoles, OK? Une école qui avait pas beaucoup, qui était dans un secteur plus défavorisé où il y avait pas autant d'aide à l'école, pas autant de éducateurs, pas autant de j'allais dire services, mais de personnes qui prend soin là, dans le milieu de la santé autour d'eux, où le temps écran était égal à une autre école où là, il y avait plus d'activités, plus de sport, plus de parascolaires, plus de personnes qui peuvent te venir en aide quand tu as des besoins. Donc, dans les 2 écoles, on a le même temps d'écran, mais qui avait une meilleure relation avec les écrans ou avait des meilleurs indicateurs de bien-être, c'était l'école où il y avait le plus de services, où il y avait plus d'autres activités. Puis, ce que je veux partager avec ces résultats-là, c'est que des fois, la première étape, quand on veut se sentir mieux avec les réseaux sociaux, se trouve à l'extérieur des réseaux sociaux. Donc, si j'ai d'autres activités qui me font du bien, si j'ai des amis sur qui compter, si mes relations, elles me font du bien, que je sens que quand je suis toute seule chez moi, je suis bien avec ma solitude ou que j'ai des activités à faire, j'ai des loisirs, mais probablement que quand je vais arriver devant les réseaux sociaux puis que je vais être confrontée à des images puis à des standards de beauté qui sont irréalistes, je vais peut-être être plus outillée ou équipée pour baser ma valorisation sur autre chose ou pour, si ça me fait vraiment de la peine, ben pouvoir appeler un ami, avoir des soins en santé mentale qui vont pouvoir m'aider à pousser ma réflexion à ce sujet-là. Donc, il y a des solutions, là, je vais venir à ça dans les réseaux sociaux, mais la solution numéro 1, c'est vraiment d'avoir une vie, tu sais, comblée. Puis après, le numérique, ça va comme suivre son cours, là. Puis pour ce qui est des réseaux sociaux en tant que tels, c'est sûr qu'un fameux ménage de ses abonnements, ça commence à se parler. Les gens, je pense qu'ils l'ont intégré à leur routine. Supprimer des abonnements. Moi, j'aime bien suggérer de le faire avec quelqu'un à côté parce que des fois, ça nous permet d'avoir le regard de l'autre sur nos abonnements. Faut comme que tu te justifies si c'est quelque chose de niaiseux. Donc, de faire ça, ce ménage-là. Quand on voit certains contenus, on peut faire masquer ce contenu. Je veux pas voir cela dans les 3 petits points. Puis ça, c'est autant sur TikTok que sur Instagram que sur Facebook. On peut aussi aller dans nos réglages pour activer, je ne veux pas de publicité associée à tout ce qui est diète, associée à des entraînements physiques. Ça, on peut aller dans nos réglages, dans nos critères de confidentialité. C'est un peu plus complexe se rendre là. Quoi d'autre pour assainir nos réseaux sociaux? Ben, on peut s'abonner à des hashtags. T'sais, on peut essayer de parler à notre algorithme pour lui dire voici le contenu que j'aime, que je consomme, montre-moi en plus. Puis aussi essayer de développer un peu notre réflexe de quand tu pars en vrille, là, quand tu suis, mettons, une personnalité publique que tu trouves super belle, puis là, elle a identifié quelqu'un d'autre, puis là, tu t'en vas sur le profil d'une autre personne que tu trouves belle, puis un autre profil d'une autre personne que tu trouves belle, puis là, tu commences à accumuler tout ça, puis d'avoir un peu un réflexe de quitter l'application plus rapide. Mais ça prend de la pratique, là. Ça se fait pas, tu sais, comme tout ça, ce que je viens de dire, là, c'est comme ça a l'air bien facile, là, mais ça prend du temps, là. Mais l'idée d'avoir un équilibre entre justement faire le ménage à nos réseaux sociaux puis avoir d'autres choses dans notre vie qui est épanouissant, je pense que c'est un bon mix de conseils aussi. Puis ça fait quelques fois qu'on l'entend sur le balado, ça, d'essayer de mettre plus de choses pour comme diluer finalement ce qui pourrait être négatif puis développer nos attraits, nos habitudes, nos forces, notre estime sur d'autres piliers que juste finalement notre apparence ou les réseaux sociaux, là. Fait que je pense que c'est des bons conseils. Puis justement, tantôt, on parlait des jeunes qui doivent être sensibilisés à tout ça aussi. On sait que c'est une période quand même de vulnérabilité où le corps change beaucoup. Tu t'identifies à des modèles qui finalement sont pas nécessairement réalistes. Tu as un esprit critique, mais qui est pas nécessairement complètement construit. Comment ça se passe dans le fond dans les ateliers? Est-ce que tu as des exemples concrets? T'en as un petit peu glissé là, des exemples tantôt aussi, mais comment ça se passe? De quoi vous parlez? Comment les jeunes réagissent à vos ateliers? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce que ça sont d'accord? Est-ce que ça brasse? Comment ça se passe?
Ben là, en ce moment, on est à la fin du secondaire puis à la fin du primaire. Là. Éventuellement, on va avoir tout un programme. Mais donc, dans les deux cas, tant les jeunes de 10 à 12 que de 14 à 17, ils sont vraiment prêts à avoir ces conversations-là. Ils aiment parler de numérique, de réseaux sociaux, de jeux vidéo. Ça fait partie de leur quotidien. C'est le fun d'avoir des conversations qui sont nuancées là-dessus, ou est-ce qu'on vient pas juste les chicaner, genre, puis leur taper ses doigts parce qu'ils l'utilisent trop. Donc, ils sont vraiment intéressés à avoir une discussion sur leur pratique. Donc ça, tant mieux, c'est vraiment bon signe. Puis pour ce qui est de ceux de 14 à 17 qui sont sur les réseaux sociaux, surtout ceux de 17 ans, souvent ils ont toute une vie. Puis ils parlent au passé de « Ah, j'ai appris ça dans ma vie. Ah, quand j'ai eu mon premier Snapchat. Ah oui, je me suis fait hacker, j'avais vécu telle chose, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je m'inquiète des jeunes. » Et tu sais, ils ont toute une vie parce que, mettons, qu'ils ont les réseaux sociaux depuis 5 ans, eux aussi ont modifié leur utilisation au fil du temps, puis ils ont appris des choses. Puis souvent, c'est quelque chose qui va revenir, qui peuvent dire, ça c'était plus dans ma thèse là, personnelle en rencontre à 1, parce que c'est pas la même chose que le dire devant un groupe, de dire, ben il a fallu que je m'affranchisse un peu de l'influence des autres aussi. Quand j'ai changé de gang d'amis, ben j'ai commencé à publier du contenu qui m'intéressait plus puis qui ressemblait moins à celui de mes pairs. Donc, ils sont dans ce processus-là. Ils sont vraiment prêts à en parler. Et puis, ceux de 10 à 12 ans, aussi, ils ont déjà tout TikTok dans les classes qu'on a visitées. Ben, pas tous, là, pas 100%, mais disons qu'il y en a beaucoup qui lèvent la main quand on en parle. Ils savent que l'âge minimum, c'est, disons, 13 ans pour publier du contenu, mais la culture numérique, qu'est-ce qu'ils font, les références qu'ils ont en classe, c'est comme plus forte. Des fois, on vit une certaine exclusion sociale, ne pas savoir c'est quoi qui s'est passé sur les réseaux sociaux, à pas avoir les mêmes références que ses amis. Donc, eux, ils vont aller là-dessus. Même chose pour les jeux vidéo, ils vont jouer en ligne avec leurs amis. Donc, pour avoir une conversation sur les réseaux sociaux puis l'impact, on n'a comme pas le choix de reconnaître tous les bénéfices associés à ça, parce que sinon, si on arrive comme parents avec nos inquiétudes qui sont totalement légitime, mais qu'on commence par ça, il peut avoir des fois un petit bris de confiance avec le jeune qui lui fait juste penser à tous les bienfaits que ça y amène, puis qu'eux sont aussi répertoriés scientifiquement, là, les bienfaits. Donc, c'est pas juste une anecdote là, qui vous sorte. Donc, eux, d'avoir un point de vue nuancé puis pouvoir reconnaître autant le positif que le négatif, c'est une approche qui fonctionne vraiment, en tout cas pour nous dans nos ateliers, mais je pense aussi dans les conversations plus dans la famille. Là. Puis tu parlais des bienfaits justement, peut-être pour des parents inquiets, qui verraient plus l'aspect négatif contrairement aux jeunes. Est-ce que tu pourrais nous en nommer quelques bienfaits? Oui, ben le bienfait numéro 1, c'est celui de la socialisation. Donc, le fait de parler avec nos amis, d'entretenir nos relations, ça, les jeunes en parlent beaucoup disons, qui disent, ben moi, il y a personne qui s'intéresse au manga dans mes amis à l'école, mais là, j'ai toute ma communauté sur Discord, où je parle pas beaucoup à ma famille, mais mettons qu'ils vivraient dans un autre pays, mais là, je peux parler à mes grands-parents par le numérique, ou je parle à mes amis moi, dans mon temps, c'était MSN, là, tous les soirs, je pense que j'étais sur MSN à parler avec mes amis. Donc, eux, c'est un peu la même chose, mais ça va être sur Instagram. Donc, ils vont rebrasser qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, il s'est passé telle chose, comment tu t'es senti. Tu sais, ils sont en train comme de naviguer les premiers conflits, les premiers amours, les amitiés, tout ça. Donc, ça, c'est un grand avantage. Un deuxième, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à c'est quoi leur loisir. Donc, de s'intéresser des fois à qu'est-ce que tu écoutes sur YouTube, qu'est-ce qui t'intéresse. Mettons, t'aimes écouter des vidéos de, je sais pas, sur les planètes ou quoi que ce soit, ou t'aimes ça regarder des vidéos de DIY, de do it yourself. OK, veux-tu qu'on aille genre magasiner? On va aller acheter des trucs puis on peut repeinturer la porte de ta chambre ensemble. Donc, ça peut être un outil pour apprendre à connaître aussi c'est quoi certains loisirs des jeunes puis des encourager là-dedans. Donc, la découverte de soi, les relations sociales, puis aussi, c'est important pour eux d'être visibles. C'est une jeune fille qui m'avait dit ça. Elle dit, moi, à l'école, on me dit quoi faire. À la maison, on me dit quoi faire. Elle dit, je suis tout le temps en train d'écouter, mais sur les réseaux sociaux, enfin, c'est moi qu'on écoute quand je parle. Puis cette jeune fille-là, peut-être qu'on l'écoute pas, peut-être qu'on l'écoute pas tant que ça quand elle pose une vidéo puis les gens passent rapidement, mais c'est quand même un sentiment qu'elle a besoin que d'être écoutée. Donc, d'écouter les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus, puis de reconnaître ce besoin-là, que eux, ça vient les aider dans leur formation de leur identité, de publier. Moi, je fais du cheerleading, j'ai mis une photo de cheerleading. Moi, j'adore la randonnée, j'ai mis une photo de randonnée. C'est
si on ridiculise le fait qu'ils ont mis des photos d'eux, c'est comme si on ridiculisait le fait qu'ils s'assument devant leurs amis, puis que pour eux, ça les a stressés, là, peut-être mettre cette photo-là, puis que ça les rend fiers de le partager, parce qu'ils vont pas partager toutes les activités qu'ils font. Ils vont partager quelques-unes, puis elle va être soigneusement choisie au compte-gouttes. Fait que ça aussi, c'est un des bienfaits où ça peut aider certains jeunes dans leur affirmation de soi. Mais bon, c'est ça. Tout a deux côtés. Là, oui, ça peut être un outil d'homogénéisation. Tu as l'air d'aimer les mêmes choses que tout le monde. Mais ça, c'est le propre de l'adolescence aussi, d'être entre le sentiment d'appartenance puis ton individualité. Oui. Je pense que pour les parents, c'est intéressant ce que tu proposes aussi comme activité qui découle de ça, c'est d'aller chercher des trucs pour faire du bricolage ou des repeinturer ou autre. Là. Fait que ça donne une bonne porte d'entrée. Tantôt, on a parlé aussi de faire attention à l'utilisation qu'on a puis au rôle de modèle un peu qu'on est nous-mêmes, d'être ouvert aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aimerais partager avec les parents qui s'inquiètent un peu de l'utilisation de leurs jeunes, qui savent pas trop comment s'y prendre ou qui sont peut-être pas très techno toujours ou comment on peut faire comme parents pour bien accompagner les jeunes puis pas finalement fermer la porte à la discussion. Ouais, complètement. Mais déjà, de faire une différence par âge, c'est comme tout de rencontrer le jeune là où il est. C'est sûr que quand on va être avec des enfants, on va suggérer, tu peux avoir un certain contrôle parental. Si t'es sur YouTube, ben va choisir des vidéos que l'enfant aime, puis tu peux lui créer une playlist. Donc ça peut éviter que le système de recommandation aléatoire l'amène devant n'importe quelle vidéo. Puis ça peut être une activité de qu'est-ce que tu as le goût d'écouter. C'est une prise de conscience de tu as le goût de te nourrir de quel genre de contenu, de quel genre de YouTuber, tu sais de quoi il parle, de quoi qui t'intéresse. Donc ça peut être une avenue, un genre de contrôle. Plus le jeune vieillit, plus il va avoir le droit d'avoir des permissions selon le type de parentalité. Ça peut être aussi de l'utiliser comme allié pour dire, disons, OK, ça, c'est une anecdote que je répète tout le temps, là, mais où il y avait une jeune fille qui a commencé à avoir des vergetures, puis poussée de croissance, ça la faisait sentir mal à propos de son corps et tout, puis elle est allée en parler à sa mère. Puis sa mère avait pris son téléphone, avait dit, va sur Instagram, puis regarde ça. Elle avait fait suivre Ashley Graham, puis elle avait dit, ça, tu vois, c'est une influenceuse, c'est une mannequin qui, elle honore ses courbes, elle en parle. Puis là, le réseau social, dans ce cas spécifique, peut devenir un allié pour le développement, pour le bien-être du jeune. Puis tu sais, souvent en tant que parent aussi, puis là, tu sais, je pense particulièrement aux mères, elles vont avoir aussi leur propre relation avec les réseaux sociaux sur la comparaison sociale, sur la performance. Tu sais, il y a plein d'influenceuses qui sont mamans, qui vont en parler. Tu sais, est-ce que ça vous a fait sentir bien? Est-ce que ça vous a challengé? Probablement que ces sentiments-là de comparaison, ils sont pareils là, pour l'enfant. Fait que d'avoir une... Fait qu'on les comprend, même si on connaît pas tous les mécanismes des réseaux sociaux, même si on connaît pas comment marche exactement TikTok, on connaît le sentiment, on sait c'est quoi être ado, c'est quoi être perdu, c'est quoi vouloir plaire aux autres. Donc, on est souvent plus proche des problématiques des jeunes qu'on le croit. Puis c'est moins technique aussi qu'on pense. T'as pas besoin de connaître tous les petits pitons là, et tout. Juste une bonne conversation là, sur comment tu te sens, puis qu'est-ce qui te fait plaisir, ça peut là, bien aider les réseaux sociaux, même si on n'a pas joué avec l'algorithme. Merci, c'est vraiment des bons conseils. Puis ça me fait faire du pouce sur l'épisode qu'on a eu avec Marie-Michel Ricard, justement, de dire il faut se regarder aussi en tant que parent, c'est quoi notre propre relation avec notre image corporelle, c'est quoi notre propre relation avec nos réseaux sociaux. Fait que je pense que d'être un modèle, ça part par là aussi. Là. C'est intéressant. Puis je me demandais aussi comment, tu sais, personnellement, en tant qu'individu qui utilise les réseaux sociaux ou en tant que créateur de contenu, s'il y en a qui nous écoutent, comment on peut faire pour être un modèle positif, se montrer justement, montrer plus d'authenticité là, finalement sur nos réseaux sociaux et ça me parle particulièrement. Ouais, hein. Montrer plus d'authenticité. Là, on dirait que tu as fini avec les créatrices, créateurs, avec les personnes qui créent du contenu. Puis un conseil, puis ça peut être en fait même pour les individus, là, mais un conseil qui revient souvent pour moi, c'est de se souvenir que là, je ramène que les réseaux sociaux se basent sur un modèle économique où, quand on crée du contenu, on participe à ce que les gens like, à ce que l'algorithme comprenne mieux notre profil, à ce qu'il ramasse des données sur nous, etc. Puis, à cause de ça,
il y a tous les likes, les commentaires, puis plein de données que la plateforme va te partager. Donc, comme créateur de contenu, tu vas savoir t'as combien d'abonnés, ils viennent de quelle ville, ils ont quel âge, tu sais, c'est quoi le portrait démographique. Puis quand tu vois qu'une publication va avoir plus de popularité, disons de mention j'aime qu'une autre, on peut avoir tendance des fois à se dire que cette publication-là, parce que c'est notre visage, a plus de valeur qu'une publication où on a partagé, par exemple, une activité. Disons, t'es allé à la forêt, puis t'as passé une super belle journée, mais celle avec ta face, là, elle a eu vraiment plus de mentions j'aime. Mais faut pas oublier que ça, c'est des indicateurs économiques, c'est des données mises par la plateforme. Donc, le regard que tu poses sur ta vie passe à travers un modèle économique de productivité. Fait que fais-toi-en pas avec ça. Puis une authenticité, ça serait de dire qu'est-ce que j'ai le goût de partager en essayant de me distancer de ces chiffres-là parce qu'on est bien plus complexe que des chiffres. Puis la sortie dans le bois, même si elle est peut-être moins bon pour acquérir des abonnements, elle te fait te sentir bien. Fait que c'est de ramener ça un peu à ça. Puis ça, on peut le voir même chez les individus. Puis je lisais une étude où les gens disaient quand c'est une photo de face, j'ai tendance à plus liker parce que je veux pas que mon ami soit déçu de son rendement de like sur sa photo de face. C'est comme wow, OK, elle s'est mise vulnérable, elle a mis son beau sourire, je vais l'encourager à l'aide d'un like. Fait que des fois, c'est même pas nécessairement que les gens encouragent plus ton petit minois que t'as sorti. C'est juste qu'ils veulent pas que tu te sentes mal ou qu'ils font de la projection, ils pensent pas trop puis ils likent plus. Fait que les photos de visage, d'enfants, ils ont tendance à être avoir plus de likes, plus de réactions. Donc, l'authenticité, ça serait aussi de se ramener à se dire, bon, qu'est-ce que je veux partager nonobstant tout ça. Ben, c'est vraiment intéressant, puis je trouve ça quand même drôle parce que la première chose qu'on nous dit quand on consulte plus en marketing, c'est regarde tes publications, tu sais, qui vont rendre le mieux. Puis moi, je me dis, ouais, mais non, mais moi, c'est le message que je veux passer, là. Ça, c'est le côté pas marketing. Mais c'est tellement tough, là. Puis tu sais, avec Alexandre, quand on a parti la fondation, tu sais, tu vas dans Google, on est comme, bon, qu'est-ce qui se fait sur ce sujet? Bon, comment utiliser les réseaux sociaux, comment se sentir bien? Puis tous les sites qu'on voit, c'est du marketing. Donc, voici à quelle heure publier, voici les nouveautés, vous devez maintenant faire des stories, etc. Puis c'est correct, mais c'est du marketing, tu sais, c'est vraiment pour se vendre. Donc, soit d'arriver à faire une distance avec ça, mais c'est vrai que pour se sentir bien avec le numérique, c'est pas toujours synonyme de faire de l'argent. Exactement. Puis, ouais, c'est ça. Ça revient peut-être à pourquoi tu crées du contenu, mais ça, c'est un autre débat. Ça se peut. Puis des fois, la publication en forêt va peut-être avoir fait vraiment du bien à quelques personnes de façon significative, tu sais, qui est vraiment non négligeable aussi. Tu sais pas parce que tout ce que t'as, c'est des données très floues. Tu sais, donc, mettons que tu as mis une publication. Tu sais, moi, je pleure des fois là, devant des vidéos TikTok. Là. La personne qui a partagé la vidéo ne saura jamais que ça m'a touchée. Parce que, bon, il n'y a pas de petit bouton où je peux mettre « Bonjour, j'ai pleuré ». Puis dis-moi, Emmanuel, quel message est-ce que tu aimerais laisser aux gens qui se mettent la pression, justement, de correspondre aux fameux standards de beauté réalistes? Tu sais, s'il est question que les réseaux sociaux, peut-être que c'est pas la source du problème, mais ça peut exacerber le problème. Donc, peut-être que c'est pas ça qui cause les questionnements que tu te poses sur ton corps. Mais si tu veux un break, là, tu sais, une petite pause de déconnexion, peut-être que ça peut faire prendre conscience de la place des réseaux sociaux dans la problématique avec ton corps. Encore une fois, je recommanderais pas nécessairement à mon ami de comme delete tous tes réseaux sociaux parce que peut-être que c'est là-dessus qu'elle a les personnes, tu sais, mettons une ado, là, peut-être que la place qui fait mal ou avoir des publications où elle se compare, c'est aussi la même plateforme où elle va parler avec ses amis quand ça va pas bien. Tu sais, fait que le contenu Instagram, il fait du mal, mais la partie message privé lui fait beaucoup de bien. Donc, mais les pratiques de déconnexion sont quand même démontrées qui nous font prendre une certaine conscience de la place que le numérique a dans notre vie. Donc, que t'aies des problématiques ou pas associées à ton image corporelle, ça peut être intéressant de voir c'est quoi la différence puis quel rôle ça joue pour toi dans tout ça. Là. Puis je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser justement à des fonctions qu'on a maintenant sur nos téléphones qui nous disent combien de temps d'écran on va passer. Tu sais. Puis des fois, on s'en rend pas compte. Fait que le mot « prendre conscience » fait tout son sens. Puis un des conseils qu'on va donner souvent aussi à la clientèle, c'est de dire ben, face à ce genre de publication-là, c'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la honte, de la culpabilité? Est-ce que tu dis, ben là, elle est allée courir, peut-être que moi aussi, j'aurais dû y aller? Puis ça va devenir un moteur comme négatif, finalement, pour faire certains changements. Fait que je trouve que le prendre conscience peut aller dans ce sens-là aussi, là.
Puis justement, t'aurais-tu des ressources à proposer aux personnes qui veulent s'informer davantage sur le sujet suite à l'écoute de notre épisode? Ben moi, j'adore ce que vous faites, Équilibre. J'adore vraiment ce que vous faites. Je recommanderais vers ça. Puis sinon, d'autres ressources que je recommanderais, c'est simplement des choses, des activités dans votre région, proche de vous, puis même de voir c'est quoi tes priorités dans la vie, puis comment est-ce que le numérique peut s'intégrer là-dedans. Le numérique n'est pas le démon, là, mais il faut qu'il t'encourage quand même dans des activités que tu as choisi de faire. Puis quand tu scrolles pendant 3 heures, si tu as choisi de le faire, tant mieux. Mais souvent, le problème, c'est qu'on s'est dit, je vais le faire pour 15 minutes, puis finalement, tu passes 1h30 là-dessus. Donc, un truc, ça serait ça, de s'informer, de s'impliquer dans une vie hors ligne. Puis après, espérer que ça se reflète là-dedans. Merci, Emmanuelle, pour toutes ces informations, pour tes précieux conseils, puis pour ta participation avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour la suite de l'épisode, on avait envie de discuter avec une créatrice de contenu pour voir, entre autres, comment on peut s'outiller pour résister à la pression de perfection sur les réseaux sociaux, comment on peut être un modèle, aussi montrer plus d'authenticité. Alors, c'est avec plaisir que j'accueille avec Sarah, qu'on accueille, Nadia Tranche-Montagne, une créatrice de contenu qu'on adore, qui est reconnue justement pour son authenticité. Bonjour Nadia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais mon Dieu, merci cette introduction, merci. Ma tête passera plus dans la porte, wow! Donc, en tant que créatrice de contenu, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des filtres, des images très irréalistes qu'on voit encore beaucoup sur les réseaux sociaux? Ben, je pense en fait que les filtres, c'est comme n'importe quoi que les réseaux sociaux, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, c'est là, fait qu'il faut un peu dealer avec. Est-ce que je suis pas ou contre? Moi, je pense qu'il y a comme une espèce d'équilibre à en voir. C'est pas que je suis pro filtre, on devrait toujours en avoir. C'est pas que je suis contre les filtres, on devrait absolument les bannir. C'est juste que je pense qu'on est tellement rendu désensibilisé puis habitué à ce qu'ils soient là qu'on oublie même qu'ils existent. Puis on a des réflexes aussi comme personne, puis pas juste les créateurs et créatrices de contenu, là, tout le monde qui a des réseaux sociaux. On a des réflexes par rapport à ces filtres-là dont on se rend même plus compte, tu sais, d'avoir son filtre préféré, de faire une story, de l'avoir en tout temps prêt, puis de swiper pour aller chercher le fameux pari, puis aller se lisser un peu. Fait que je pense qu'il y a des réflexes de consommation puis de création que c'est ça qui est plus à questionner que l'existence même des filtres, parce que j'ai beau dire on bannit les filtres, on n'aime pas les filtres, ils sont là pour rester. Fait que je pense que c'est plus d'apprendre à vivre avec puis de se rappeler aussi qu'ils sont là. Est-ce que tu as toujours été sensible à l'impact de l'image que tu projettes, à l'impact des publications que tu fais, ou à un moment donné, tu as comme eu un déclic, tu t'es dit, là, il faut un peu faire attention aussi parce qu'en tant que créatrice de contenu, je peux inspirer ou influencer un peu l'image sur les réseaux sociaux? Ben oui puis non. Tu sais, c'est pas tant que j'étais consciente de l'impact de ce que je faisais sur les réseaux sociaux que même moi, par rapport à moi, tu sais, c'était plus, t'as-tu vraiment envie d'être ça? Toi, qu'est-ce que t'as envie d'être sur les réseaux sociaux? Puis je dis souvent que la relation avec les réseaux sociaux, moi, c'est un peu ça, tu sais, ça a l'air bien, je parle d'acceptation puis tout ça, fait que c'est très vers les autres, mais ultimement, c'est un processus super égoïste, là, je le fais parce que moi, ça me fait du bien, puis moi, ça m'apporte quelque chose de partager mon expérience puis d'échanger. Puis dans cette optique-là, ben si je le fais en n'étant pas authentique avec moi-même, ben les gains que je fais puis le bien que ça m'apporte, il est factice aussi. Fait que le plus je reste authentique puis fidèle à moi-même, le plus quand les gens réagissent, quand les gens se reconnaissent, ben ça me fait du bien aussi parce que là, c'est vraiment avec l'image de moi. Tu sais, je pense qu'il y a quand même le fait que les réseaux sociaux sont là, ça reste une fenêtre sur ma vie. Tu sais, je peux pas être 100% authentique, là, j'y crois pas, mais j'essaie de l'être autant que possible. Puis j'aime à croire que quand les gens y interagissent, ben c'est vraiment avec moi, avec qui je suis. Mais quand tu commences à, tu sais, les filtres, mais beaucoup d'autres choses, là, quand tu commences constamment à polir ton image, ben ça fait que ces interactions-là, au début, sont très flatteuses, là, puis je le cache pas. Tu sais, moi, j'en ai fait des shootings photos, puis c'est très, tu te sens vraiment bien, mais c'est comme sur l'instant. Quand tu fais une photo qui est hyper, pas nécessairement retouchée, là, mais qui est quand même beaucoup travaillée, puis là, tu reçois des trucs, t'es comme, ah wow, je me sens vraiment bien, mais t'es conscient que c'est une image, que oui, c'est toi, mais je ressemble à ça combien de temps dans l'année, le temps de cette photo-là. c'est tout, tu sais. Tandis que quand je fais mes niaiseries, je fais mes trucs, que je suis, tu sais, que je prends pas le temps de me préparer, que je suis fidèle à moi-même, ben là, quand les gens interagissent puis qu'on a tu sais, une chimie puis qu'il y a des trucs qui se passent, ben là, je suis comme, OK, je peux être moi-même. Puis surtout, je pense que j'ai tellement été quelqu'un qui longtemps s'est pas donné le droit d'être elle-même
que ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde, tu sais. Puis, tu sais, avant les réseaux sociaux, avant les filtres, tout ça, même dans la vie sociale, tu sais, je pense il y a d'autres fils qui existent, tu sais, que ce soit au niveau de notre personnalité, au niveau de comment on se présente, tout ça, tu sais, se filtrer, c'est pas un concept qui est nouveau. Puis moi, je pense que j'en ai eu longtemps des masques puis des filtres. Fait que là, j'essaie d'autant que possible de laisser ça aller. Mais on tend vers ça. Je pense pas qu'on l'atteint jamais complètement. Puis je pense aussi que depuis la pandémie, les gens ont ce besoin-là. Moi, je l'ai, je sais que les gens l'ont, ce besoin-là de reconnecter avec le vrai puis l'authenticité sur les réseaux sociaux, là, de voir du monde vrai, de voir du monde faire leur day-to-day, de voir ces tranches de vie-là, plus que du contenu qui est une vie faite pour les réseaux sociaux, mais derrière ça, tu sais pas ce qu'il y a. Fait que ce besoin d'authenticité-là, moi, je le sens, puis il me fait du bien à mon petit moi intérieur aussi, parce que j'ai l'impression que là, soudainement, c'est comme, hey, attends une minute, pour vrai, on a vécu des grosses affaires, puis je me rends compte que comme, c'est très cool, là, gagner des voyages, puis faire le tour du monde, mais comme, la vie, la simplicité aussi, ça a des trucs vraiment cool, puis les humains derrière sont intéressants, fait que ce besoin-là de connecter avec le vrai, en tout cas, j'ai espoir qu'il est là pour rester, mais ça, c'est toujours un vœu sur lequel j'ai pas de contrôle. Oui, totalement. Puis, moi, quand je pense à quelqu'un qui utilise judicieusement les réseaux sociaux puis qui y va avec beaucoup d'authenticité, je pense à toi, Nadia, parce que justement, j'aime ça. Tu vas vraiment aller dans... On te voit sous toutes tes facettes, puis t'es pas dans un extrême de dire je ne me montre que maquillée, arrangée, ou juste l'inverse. Tu vas nous proposer un peu de tout. Puis je me demandais justement, toi, comme créatrice de contenu, comment tu fais pour les utiliser judicieusement, les réseaux sociaux, pour toi-même, mais aussi pour protéger les autres des conséquences négatives sur l'image corporelle, sur l'estime de soi. Fait que toi, par rapport à toi, mais par rapport aussi aux gens qui te suivent, finalement. Ben, tu sais, moi, je veux dire que c'est sûr que moi, on dit créatrice de contenu, tout ça, c'est très cool, mais moi, j'ai fait un choix il y a quand même longtemps de ne pas vouloir vivre des réseaux sociaux. Ce qui, pour moi, est important parce que ça me permettait de garder cette authenticité-là puis de faire des choix. J'ai rien contre les personnes qui vivent des réseaux sociaux. Au contraire, tant mieux s'il y en a qui vivent de leur passion puis qui arrivent d'en faire des réseaux sociaux. Mais moi, je me rendais compte que ça te force à dire oui des fois des choses que si t'es pas financièrement rémunéré, tu dirais peut-être pas oui. Tu sais, ça rend le oui plus facile. Puis surtout, ben moi, j'ai une job, j'ai d'autres choses que les réseaux sociaux dans ma vie. Fait que dès l'instant où les réseaux sociaux sont vraiment devenus uniquement quelque chose que je faisais pour le fun, mais toutes ces choses-là sont devenues plus claires pour moi. Puis je pense aussi qu'il y a le rêve d'être Instagrammeur, YouTubeur, tout ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment vendu comme du rêve. Ça a l'air d'être quelque chose où t'as du fun tout le temps puis tu vis de ça puis c'est cool. Mais moi, plus je tendais vers ça, plus je voyais l'envers du décor et ça m'intéressait moins. Tu sais, d'aller dans des soirées où tu fais comme vue de l'extérieur, ça a l'air vraiment cool, mais dans la réalité, le monde sont là pour prendre des photos, ils partent après. Tu sais, toute cette de voir les deux côtés, vraiment, moi, ça m'a fait comme ouf, palais. Je suis pas sûre, j'ai envie d'embarquer là-dedans. Fait que je pense qu'on peut le faire en restant authentique, mais moi, ma décision, ça a été de faire, pour vrai, j'en ai vraiment pas besoin pour vivre ma vie. Fait que je garde ça comme passe-temps, je crée du contenu pour le fun. Puis ça a aussi la notion de faire ça comme filtré, beau, attrayant, vendeur, beaucoup moins importante parce que moi, ça me sert à rien. Ouais. Si tu me trouves pas assez vendeuse pour tes vêtements, c'est pas grave. Comme à la fin de la journée, ça me change rien. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, il y a cet aspect-là de responsabilité puis d'obligation. Puis même d'un niveau personnel, quand tu commences à créer du contenu sur les réseaux sociaux, puis je pense que tout le monde là, quand tu commences à avoir beaucoup de followers puis du monde qui te suit, ça devient vraiment un peu aliénant parce que les chiffres, soudainement, tes voix, les likes, tes voix, tu vois tout. Puis je l'ai eu ce moment-là où tu rafraîchis la page, tu regardes les likes, ou là, soudainement, tu veux, ne serait-ce que ton feed d'Instagram, tu veux le rendre uniforme. Fait que là, c'est toutes les petites choses les unes après les autres qui s'ajoutent, puis ça devient vraiment obsédant. Puis moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le plus je mettais d'efforts à rendre ça, justement, j'ai pas d'autre mot que comme polish, là, mais que très lisse, le moins, moi, j'y prenais de plaisir. Le plus, ça devenait comme une obligation puis une obsession. Fait que moi, j'étais comme, j'ai pas de fun à créer ce contenu-là. Fait que maintenant, en fait, tu sais, j'ai juste plus cette obligation-là. Fait que si je disparais dans les brumes pendant 3 semaines, je disparais dans les brumes pendant 3 semaines. Si je publie maintenant 3 fois dans une journée, je publie 3 fois dans une journée. Tu sais, j'essaie de rester dans ce qui me tente puis ce qui m'intéresse. Puis, ironiquement, je pense que le monde, ça les intéresse, ça aussi, finalement. Fait comme, tu sais, au final. Mais c'est ça. Puis par rapport au monde, aux autres personnes, ce qui est dur, c'est que t'as pas...
j'ai beau vouloir mettre quelque chose de positif out there, au final, les répercussions que ça a, moi, je les contrôle pas tout le temps. Puis on le voit avec d'autres affaires. Des fois, tu penses faire quelque chose de bien, mais au final, ça peut avoir un effet comme inverse. Fait que c'est pour ça que je dis souvent que c'est ça, je le fais pour moi à la base. Tu sais, comme c'est vraiment moi, jeune Nadia, 16 ans, qu'est-ce qu'elle aurait voulu voir sur les réseaux sociaux, puis même, c'est pas si profond que ça, là, c'est juste de dire, moi, qu'est-ce qui me fait du bien à moi en ce moment, puis à mon enfant intérieur, puis au final, je crois juste à l'effet domino. Que si moi, ça me fait du bien, ben les gens qui me ressemblent puis qui partagent mon expérience, ça va aussi leur faire du bien. Fait que je crois plus à un effet d'entraînement collectif que vraiment à un effet gourou, là, je sais pas comment le dire, mais je pense pas... ça, c'est une autre affaire d'être rémunéré, tout ça, c'est que ça vient un peu avec une espèce de « je viens t'apporter quelque chose ». Puis moi, en fait, j'apporte pas grand-chose au monde, là, puis je le dis en toute humilité, et c'est pas de la dépréciation, là, c'est je t'apporte pas quelque chose. Moi, je suis dans un bac à sable, je suis en train d'avoir du fun, puis si tu veux venir jouer dans mon bac à sable, t'es bienvenu. Comme, viens jouer dans mon bac à sable avec moi, puis si ça t'apporte du bien, tant mieux. Mais si ça t'intéresse pas, ce que je suis en train de faire, il y en a plein d'autres activités que tu peux faire ailleurs, tu sais. Fait que moi, c'est un peu cette idée-là, mais je suis pas quelqu'un qui t'apporte des vérités ou t'apporte quelque chose. C'est la même chose avec les filtres non plus. J'en ai pas de vérité à approcher, tu sais, à apporter. J'ai pas de réponse à ça, mais j'ai juste ma propre expérience. Puis je pense juste que des fois, ben, on est tellement habitué à avoir un peu les normes sociales par rapport à ça qu'on oublie qu'il y a d'autres possibilités. Puis les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. T'sais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, puis je publiais des textes, il faut que ce soit à peu près cette grosseur-là. T'écris beaucoup trop long. Il faut que tes photos, ce soit plus comme ça, puis tu te laisses embarquer dans le jeu. Puis au final, à un moment donné, tu fais, hey, pour vrai, j'ai pas envie de suivre ça. Tu fais juste, regarde, c'est long, mais je le mets pareil. Puis finalement, les gens le lisent pareil, puis tu fais, hey, finalement, je peux-tu faire mes propres règles? Je peux-tu faire ce qu'il me veut? Si je fais un texte en 4 parties dans les commentaires sur Instagram, ça sera un texte en 4 parties. Il faut vraiment déconstruire ces normes-là puis se rendre compte que les normes ont été construites par des humains, fait qu'ils peuvent être déconstruites par des humains, puis on peut se faire nos propres règles de jeu. Puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est encore beaucoup dans les codes. Puis les filtres en font partie. C'est un peu comme un code, une norme. Tu sais, c'est comme quand les personnes ils partent une story puis ils s'excusent. Je suis désolée, j'ai l'air fatiguée. Tu sais, c'est comme c'est quand même wild de dire ça quand tu y penses. Tu sais, je suis désolée d'avoir l'air de quoi j'ai l'air. Tu sais, je suis désolée là, l'enfant, j'ai pas beaucoup dormi. Mais t'as pas beaucoup dormi puis c'est parfait. Tu sais, j'aimerais ça qu'on s'excuse moins. Tu sais, d'avoir l'air de quoi on a l'air, mais on le voit souvent, là, ou même des personnes qui ils partent une fin de semaine. Hey, désolé, je serai pas là pendant 2 jours, je dois m'absenter. Pourquoi tu t'excuses? Va vivre ta vie, s'il te plaît, tu sais, go! Mais c'est ça, on a ces habitudes-là, puis on a ces codes-là ancrés en nous par rapport à comment être, puis comment on devrait agir sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on peut se donner le droit de changer ça un peu. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ce que j'aime de ta page à toi, finalement, ou ton compte à toi, peu importe sur quel réseau on va te suivre, c'est que tu te permets ça. Moi, c'est comme ça que je te vois, en tout cas, comme modèle positif. Puis tu dis que tu n'apportes rien aux gens, mais pour moi, c'est ça que tu leur apportes. Tu leur apportes, voici, moi, je te montre comment j'ai le goût d'être aujourd'hui. Je suis authentique. Si j'ai le goût de te montrer que je me file aujourd'hui, je me sens bien, je me sens belle. Écoute, je me suis maquillée, ça me tentait, mais c'est pas la norme pour moi d'être maquillée tout le temps, comme c'est pas la norme pour moi de pas être toujours pas maquillée non plus. Je le fais comme je le sens, puis je sais pas, est-ce que t'as comme des tu te dis-tu, hey, pour être authentique puis être plus positive par rapport à l'image corporelle, à l'estime de soi, par rapport à ma communauté, est-ce que tu as un peu, des fois, des réflexions par rapport à ça ou c'est vraiment, t'es rendu très à l'aise avec ça? Mais je pense qu'ils se sont faits au fil du temps, tu sais, les réflexions de dire... tu sais, justement, le maquillage, tout ça. Puis des fois, tu vois des choses, puis tu te dis... C'est un peu comme, tu sais, tes parents font des trucs, puis tu te dis, hey, moi, quand je vais vieillir, je veux pas refaire ça, tu sais. C'est un peu la même chose, des fois, avec les réseaux sociaux. C'est pas tant... T'as pas toujours la capacité de te mettre à l'extérieur de toi-même, puis de voir comment t'agis. Par contre, des fois, tu vois d'autres personnes ou tu vois des trucs, puis tu fais, moi, je suis comme ça. Puis là, tu te questionnes, puis ah oui, OK, je suis un peu comme ça. J'ai-tu envie d'être ça? Tu sais, justement, s'excuser quand on n'est pas maquillé. Ben, tu sais, à un moment donné, à force de voir du monde faire ça, je fais ça moi aussi, tu sais. Est-ce que je le fais? Fait que c'est plus au fil du temps, tu remarques des petits patterns, puis même toi, tu sais, tu fais quelque chose, tu te réécoutes, puis tu fais, hey, attends une seconde, tu sais, pourquoi je fais ça, tu sais. Puis je pense que c'est juste venu graduellement, puis tu sais, tant mieux, puis je vais continuer d'évoluer, puis j'ai pas de prétention d'avoir un code de conduite pour l'authenticité. Tu sais, c'est vraiment le plus beau compliment qu'on me fait quand on me dit que je suis authentique, puis je l'apprécie sincèrement. Mais ça me reste toujours avec je suis authentique, tu
sais, autant que possible, mais tu sais, ça reste des réseaux sociaux, ça reste que, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui regarde ma vie qui font « Wow, ça a l'air vraiment cool, mettons, qu'elle vienne à un podcast, qu'elle fasse des trucs », mais tu sais, le 95% du temps où je suis chez moi, où je travaille, où je fais ça, même ça, tu sais, le monde, ils ont pas accès, fait que l'authenticité, oui, tu sais, ce que je mets sur les réseaux sociaux, j'essaie que ce soit aussi authentique que possible, mais ça reste qu'une parcelle de vie, puis je pense que ça aussi, c'est un exercice à faire avec les réseaux sociaux, tu sais, se rappeler que ça fait partie de ta vie, mais c'est pas ta vie, tu sais. Puis c'est facile que ça devienne ta vie, tu sais, que tu vraiment plonges dedans. Puis je le sais parce que je suis la première à comme avoir toujours un peu le pied dedans. Puis mon Dieu, c'est tentant, tu sais. Mais au final, des fois, il faut juste tu te forces en fait à prendre ce pas de recul-là. Puis pour ce qui est de justement, tu sais, les fils, tout ça, moi je suis comme une pas une paresseuse là, mais tu sais, je dirais que c'est surtout venu d'un fait de moi, j'ai pas la patience pour ça, là. J'ai pas l'énergie à mettre là-dedans, là, de toujours, tu sais, mettre des filtres, me maquiller. Puis ça, je voyais aussi, là, des personnes qui sont comme, parce que, tu sais, je viens de me maquiller, j'ai tourné 2-3 vidéos, tu sais, puis je suis comme, hey, s'il fallait que je me maquille avant chacun de mes vidéos, j'en ferais pas, tu sais. J'en ferais pas, tu sais. C'est vraiment ça. Fait que c'est comme une espèce de paresse agréable, tu sais. Je suis comme juste, j'ai pas cette énergie-là, puis ça me demande tellement moins de temps. Puis, tu sais, ce temps-là, cette énergie-là, je vais la mettre ailleurs, tu sais, comme je vais mettre des sous-titres sur mes vidéos, tu sais, je vais essayer d'apporter quelque chose qui est vraiment utile parce que je sois maquillée ou pas, mon contenu, ce que je dis est le même. Fait que, tu sais, mais ça change rien au fait que, justement, comme tu dis, j'en fais des vidéos où je me maquille, là, des avant-après, puis des trucs comme ça, tu sais, j'adore le maquillage, mais je pense que le maquillage, c'est un plaisir, puis une opportunité, quelque chose d'artistique, et ça devrait pas être une obligation, un masque. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens, que ce soit pour créer des stories ou pour sortir dehors, ben s'ils ont pas le maquillage ou s'ils ont pas le filtre, ils sortiront pas dehors puis ils feront pas la story. Fait que tu sais, dans cette optique-là, je pense qu'avoir un filtre, c'est pas complètement mauvais parce que si ça te permet de faire ta story en étant confortable puis en mettant à off ta switch qui te dit de te juger en te regardant, ben reste dans cette pantoufle-là un instant, mais sois-en conscient que c'est comme une espèce de petite béquille technologique, tu sais. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire comme « Hey, aujourd'hui, je le mettrai pas ». Puis je pense qu'il faut se donner le droit à cet effet graduel-là, tu sais. Je pense pas que du jour au lendemain, si t'es quelqu'un qui se maquille tout le temps puis qui utilise tout le temps des filtres, tu peux arrêter d'un coup parce que là, soudainement, ton image corporelle qui a toujours été, tu sais, peu importe, là, peut-être moins bonne, ben là, tu t'essayes de l'avoir complètement positive d'un coup. C'est comme, tu passes pas de te déprécier à t'adorer du jour au lendemain, tu sais. Puis c'est pareil avec les réseaux sociaux. Si tu utilises beaucoup de fils d'artifice ou peu importe, ben tu pourras pas du jour au lendemain faire, tu sais, j'enlève tout et je me sens complètement confortable. Mais je pense qu'il y a des petits pas. Puis la première chose, c'est vraiment d'en être conscient. Puis ben moi, ça venait vraiment juste du fait que j'étais consciente. J'étais comme, pourquoi? C'est comme, au final, ça m'intéresse peu. Puis au fil du temps, ben c'est rendu que j'en mets tellement pas que c'est juste plus une pratique, en fait, pour moi. Tu sais, j'en ai même pas l'habitude. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est ça. J'en ai pas l'habitude, point. Il y a comme pas de grosse réflexion derrière ça ou de cheminement. C'est juste, j'y ai pas pensé, puis j'ai pas besoin d'y penser non plus. T'as comme créé une bonne habitude à la base. Puis tu sais, je trouve que c'est intéressant ta manière d'aborder ça aussi parce que t'es beaucoup dans moi, comment ça me fait sentir, est-ce que j'ai du fun à faire ça, plus que dans l'image que tu projettes ou les attentes ou les normes ou les codes. Là. Puis Emmanuel, ce qu'elle disait tantôt aussi, c'était beaucoup ça, tu sais, d'essayer d'utiliser l'intelligence émotionnelle en ligne pour essayer d'être plus à l'affût de ses émotions puis les utiliser pour retirer finalement le positif. Là. Fait que je pense que t'es un bel exemple d'application concrète de la théorie à une pratique. C'est gentil. Je pense aussi qu'on faut se donner le droit d'être plus qu'une chose sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est quelque chose, souvent, t'es comme, ben tu sais, je suis une créatrice de contenu mode, je veux juste faire ça. Ben là, quand je fais autre chose, les gens réagissent moins. Oui, mais si toi, ça te fait vibrer autant, fais-le. Puis tu sais, moi, je le vis beaucoup, par exemple, avec les livres. Tu sais, moi, j'ai un bac en lettres, les livres, ça fait partie de mon plaisir quotidien, mais ça fait partie de mon background aussi. Fait que tu sais, quand je peux lire des livres, faire des critiques, quand même, une maison d'édition m'envoie un livre, il y a rien qui me rend plus heureuse que ça. Mais c'est vraiment pas le contenu qui pogne sur ma page. Tu sais, les gens, ça les intéresse pas tant. Puis je suis comme, c'est pas grave, moi, ça m'intéresse. Fait que, tu sais, peut-être que ça va moins pogner, tu sais, entre guillemets, mais moi, ça m'intéresse. Fait que, mais on a vraiment de la misère à se donner le droit-là d'avoir des trucs, tu sais. Même moi, mettons, les animés, n'importe quoi. J'ai des côtés qui sont moins mainstream. Fait que, ils existent, là, ils font partie de moi aussi, mais souvent, on a tendance à se garder dans comme une ligne parce que c'est ça que je fais
Oui, mais tu sais, comme personne, comme être humain, t'es-tu une seule chose? Tu sais, je ne pense pas. Mais c'est encore une fois une conception des réseaux sociaux. Mais je fais des voyages, je fais juste des voyages. Je fais du contenu mode, je fais beaucoup de contenu mode. De la neutralité corporelle, je vais parler beaucoup de ça. Mais tu sais, au final, si une journée, tu postes une photo de ton chat puis t'as jamais publié de photo de ton chat, c'est vraiment pas grave. Tu l'aimes-tu, ton chat? Mets une photo de ton chat, tu sais. Mais quand on tombe dans une optique vraiment de création de contenu, je pense que c'est facile de perdre ça de vue, tu sais, les multifacettes de l'humain, là. Mais faut se redonner ce droit-là. Puis c'est la même chose avec les filtres. Puis ça, j'ai tellement de facettes, que ce soit d'être maquillée, pas maquillée, de mettre, tu sais. Fait que de me restreindre à une seule chose, en fait, c'est dommage, tu sais. C'est juste carrément ça, c'est dommage. Si je me dis comme je ne suis que ça, ben je me prive de tellement d'autres choses. Si je me dis, ben là, les gens, ils aiment mieux quand je suis naturelle, là, si j'ai envie de me maquiller aujourd'hui, de faire un gros maquillage flyé, je le ferai pas parce que qu'est-ce que vont dire les gens? Ben c'est moi que je prive, c'est pas le monde, tu sais. Puis j'imagine que le retour doit être positif aussi, tu sais. Est-ce que tu as souvent des témoignages de gens qui disent « Hey, ça me fait du bien de te voir comme ça m'a inspiré à faire telle affaire », tu sais. As-tu beaucoup de commentaires dans ce sens-là? Ben, il y a une drôle de notion du courage puis de la bravoure en ligne, là, je dirais. Là, c'est très bizarre quand tu fais juste une story puis tu parles, mettons, que tu as mangé un grilled cheese puis quelqu'un t'écrit pour te dire « Hey, pour vrai, félicitations d'oser comme t'as montré sans maquillage. » Puis là, t'es comme, je comprends que ça vient d'une super bonne intention puis c'est vraiment gentil, mais tu sais, c'est quand même évocateur de dire à quelqu'un comme t'es brave de t'afficher avec la face que t'as. C'est vraiment ça, t'es brave d'être naturel. Pourtant, t'es comme, hey, pas du tout, là, tu sais, je vis ma journée, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup par rapport au corps en général sur les réseaux sociaux. Puis je le vis aussi avec le penchant, justement, plus anti-grossophobie puis neutralité corporelle. Tu sais, tu te mets en maillot puis tu te fais dire que t'es courageuse. T'es comme, moi, il y avait pas des personnes qui me menaçaient à bout portant parce que j'étais en maillot de bain sur la plage, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que pour toi, c'est vraiment une sortie de zone de confort que tu serais pas capable de faire. Mais concrètement, ce que tu me dis, c'est moi, si je te ressemblais, je le ferais pas. Ouais, oui, il y a des retours positifs, mais des fois, je pense que les gens réalisent pas que c'est ça. C'est pas un acte de bravoure que de me mettre sans maquillage sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est la face que j'ai. Mais je comprends que dans une société de l'image comme la nôtre, ça paraît comme un acte de rébellion, mais c'est comme un peu incroyable, en fait, de dire on en est là, tu sais. Tu vois quelqu'un pas maquillage, puis tu fais comme quel courage! Mais c'est normal parce que tu regardes ta télé puis tu regardes des émissions, tu sais, 5e rang, qui est une émission de personnes dans des rangs de campagne, puis ils sont toutes maquillées, sont toutes parce qu'ils font de la télé. Fait que tu sais, on est vraiment déconnecté du mot réalité en fait, puis de ce qui est naturel, ce qui fait que quand on voit du naturel, on est vraiment décontenancé, tu sais, des vergetures, tu sais, n'importe quoi, tu sais, des rides, des boutons, tout ça, on est comme ah mon Dieu, tu sais, on le voit puis on est comme surpris parce qu'on est tellement habitué de voir ou vouloir le cacher que ça semble comme anormal. Puis ça fait aussi que justement dans des contextes où c'est même pas de ça qu'on parle, les gens le remarquent également. Parce que oui, ça arrive quand je fais des publications sur le sujet, ben là les gens commentent et tout, mais ça arrive même quand je fais pas des publications sur le sujet, tu sais. Fait que, en même temps, c'est le fun, mais en même temps, c'est un peu confrontant des fois parce que t'es comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire sur où on en est avec notre image? Mais tu sais, oui, ça me fait du bien quand je vois du monde dire, tu sais, merci parce que, mon Dieu, c'est rare que je vois quelqu'un qui, tu sais, qui se maquille pas puis qui fait une story vraiment en s'en foutant, tu sais, puis je suis comme, tu sais, je l'apprécie vraiment beaucoup, mais en même temps, je trouve ça un peu confrontant parce que je suis comme, tu sais, on leur remarque que qu'on est quasiment dans une minorité, tu sais, que les gens, c'est pas ça la norme, tu sais, puis ça me fait un peu de peine d'un sens parce que je suis comme mais en même temps je le comprends fois mille, tu sais, c'est pas puis c'est une expression que je dis souvent là, mais hate the game not the player là, c'est il y a toute une société de l'image, il y a toute une industrie derrière ça qui nous a modulés puis qui vient jouer avec notre perception de ce dont on doit avoir l'air. Mais que toi, t'embarques là-dedans puis que tu sois comme, tu sais, que tu t'adhères à ces choses-là, c'est absolument pas de ta faute. Il y a aucune culpabilité à y avoir. C'est tout à fait normal parce que t'es dans cette société-là qui t'a modulé puis toutes ces choses-là. Puis la grossophobie, c'est la même chose. On a internalisé tellement de choses qu'il y a rien de plus normal que de l'appliquer.
le déconstruire, c'est long. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de privilèges aussi dans ma vie qui ont rendu cette déconstruction-là plus facile ou plus rapide. Ne serait-ce que le fait que moi, j'ai fait un deck en théâtre, ben j'ai rapidement été confrontée à mon corps puis à toutes sortes de choses parce que là, tu regardes des vidéos, t'es sur la scène, tu fais de l'impro, Moi, mon corps, rapidement, a été comme un outil de travail ou du moins un outil de création. Fait que, of course, que j'y ai été confrontée, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Puis c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Ben moi, veux pas, quand ça fait 6 ans que tu fais du contenu puis que la moitié, le 90% de ton contenu, il y a ta face dessus, ben je suis un peu habituée à ma face. Je sais pas comment dire, mais je me suis un peu, tu sais, c'est ça, je me suis habituée à la voir, ma face, que ce soit au naturel ou maquillée, tu sais, fait que c'est plus confrontant pour moi, mais quelqu'un qui n'est pas habitué à voir son reflet, mais pas juste ses réseaux sociaux, là, dans la vraie vie, ton miroir, si t'as pas l'habitude de comme, si tu détournes facilement le regard, si t'es pas connecté avec ton image, ben c'est facile que quand tu vois une photo d'être comme, c'est super confrontant. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, fait que je veux juste aussi remettre en perspective que je suis quelqu'un qui a comme des gros privilèges qui l'aident dans ce cheminement-là, que ce soit aussi par les gens qui m'entourent. Tu sais, j'ai une famille qui est très compréhensive, mais aussi qui est très vivre et laisser vivre, tu sais. Fait que tout ça aide énormément. Mais si t'es quelqu'un qui a grandi avec, ça c'est une histoire que j'entends souvent, là, mais tu sais, soit la mère qui fait des régimes par-dessus régime ou même qui peut pas sortir de chez elle, pas maquillée, ben toi, t'as ça comme bagage dans ta tête, tu sais, que moi, je n'ai pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas une longueur d'avance parce qu'on chemine tout à notre rythme, là, mais c'est vraiment quelque chose qui me privilégie beaucoup là, dans la vie par rapport à mon image corporelle. Je pense qu'il faut commencer par toutes sortes de petites prises de conscience. C'est juste le commentaire que tu faisais sur pas te féliciter parce que t'es pas maquillée en mangeant ton grilled cheese. Ben, des fois, de prendre conscience avant de commenter si on est en train justement de perpétuer un peu cette norme-là ou à quel point on n'est peut-être pas obligé de s'infliger cette pression-là. Tu sais, des fois, ça va tellement vite, c'est tellement un automatisme qu'on y pense pas nécessairement, mais de s'autoriser à ressentir qu'on n'aime peut-être pas ça, que ça nous fait peut-être pas sentir si bien puis qu'on n'est pas obligé de s'infliger ou de s'imposer ces genres de règles-là. Je pense que c'est déjà un bon départ aussi, là. Ouais, puis ça, c'est dur parce que des fois, c'est comme, t'as comme une partie de toi qui a envie de faire comprendre à la personne que comme, ce que tu viens de dire, c'est pas aussi gentil que tu pensais que ça l'était. Mais en même temps, tu veux pas non plus que la personne tombe en mode, je dirais, tu sais, comme, je veux plus rien dire, là, c'est mal tombé ou c'est pas, ça a pas été perçu comme je pensais. Puis ça aussi, c'est un exercice à faire avec les réseaux sociaux. Tu sais, la communication, ça reste des échanges par, tu sais, texte un peu, là, des messages écrits. Fait que, tu sais, des fois, c'est compliqué de se faire comprendre comme on voudrait d'un bord comme de l'autre. Tu sais, moi, de dire à la personne, ben, écoute, tu pensais que c'était fort gentil, mais ça l'est pas. Ben, tu sais, que ce soit reçu comme étant comme, je veux juste te souligner ça, sans que ce soit perçu comme, oh non, j'ai vraiment fait de la merde, je dirais plus rien, j'aurais pas dû. Tu sais, je veux pas que les gens qui écrivent des choses comme ça fassent, oh mon Dieu, genre, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais tellement pas dû. Mais en même temps, je suis comme, faut, tu sais, est-ce que je laisse, c'est comme, est-ce que je dis rien? Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, fait que des fois, c'est un peu, ça vient ça aussi avec mon niveau d'énergie. Tu sais, des fois, je fais, ben là, j'ai le temps, j'ai l'énergie de comme déconstruire ça. Puis des fois, je suis juste comme, not today. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie de déconstruire ça. Puis ça vaut pour plein de choses, là. Fait que, tu sais, je respecte aussi autant que possible mon niveau d'énergie. Fait que, tu sais, des fois, je réponds à des commentaires, des fois, je réponds pas, des fois, tu sais, fait que j'essaie de me respecter même à ce niveau-là aussi. Mais ça vient aussi j'ai pas de responsabilité particulière envers mes réseaux sociaux. Fait que, voilà, c'est moi qui fais ces règles. Ouais, ça aide à respecter ses limites dans ce temps-là. Voilà. Puis, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais ça laisser justement aux gens qui se mettent de la pression pour correspondre à ces espèces de standards-là inatteignables, quelque chose pour leur faire prendre une petite prise de conscience ou en tout cas les rassurer? Ben, tu sais, les réseaux sociaux, moi, ce serait vraiment ça, c'est de dire, on a construit quelque chose de gros au fil du temps avec les réseaux sociaux. C'est rendu tellement important puis cruciaux dans notre vie, mais au final, c'est juste comme des réseaux sociaux, tu sais, c'est juste comme quelque chose qu'on devrait avoir puis qu'on devrait entretenir parce que ça nous apporte quelque chose dès l'instant où ça devient comme accaparant, où ça devient comme envahissant, t'as toujours la possibilité de t'éloigner des réseaux sociaux. Puis je sais que des fois, on a l'impression que ça va nous rendre moins cool ou ça va nous rendre moins approchables. Ah là, les gens, s'ils me trouvent pas sur Facebook, s'ils me trouvent pas ci, ben là. Mais je te garantis que comme au final, ça change pas grand-chose, tu sais. Mais c'est dur de faire ce pas-là, tu sais, de dire, hey, pour vrai, je peux me déconnecter, tu sais, je peux prendre un pas de recul. Puis ça veut pas dire de le fermer complètement, là, mais c'est juste d'être capable de relativiser sur qu'est-ce que c'est vraiment que les réseaux sociaux pour moi puis pour les
les autres, puis est-ce que j'en fais quelque chose qui est plus gros que ça devrait être au final, puis du fait même, qu'est-ce que je consomme sur les réseaux sociaux, comme pourquoi je suis ici, puis qu'est-ce que je viens chercher. Parce que si je suis là pendant 2 heures à descendre sur mon TikTok, ben si c'est 2 heures de contenu qui me font sentir mal puis qui me remettent en question, ben peut-être que je suis pas on the good side de TikTok. Tu sais, peut-être que je devrais réfléchir à ma manière de consommer les réseaux sociaux. Puis ça, moi, c'est un exercice que j'ai fait, c'est vraiment de faire, je fais le ménage de mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai plus envie de suivre des gens que je regarde en étant comme envieuse ou en étant comme je voudrais être comme, tu sais, comme pour les mauvaises raisons qui m'apparaissent bonnes, tu sais, mais qui au final font juste me gruger, qui font que je retourne voir le profil d'une personne, que je suis comme un peu obsédée, là, parce que je pense qu'on peut tout l'avoir, ce côté-là où on devient comme aspiré dans les réseaux sociaux, puis d'être plus comme je consomme des contenus qui me fait juste comme du bien dans tous les sens. Moi, je me suis rendu compte que j'adore suivre des comptes de tatoueurs et de tatoueuses, tu sais. Puis j'en suis beaucoup, mais tu sais, je suis comme, ça m'apporte vraiment quelque chose, comme c'est créatif, ça me rend heureuse, tout ça. Mais tu sais, au final, quand je suis à mon cellulaire, là, je suis pas couchée dans mon lit, les yeux grands ouverts le soir, puis je suis comme, les tatoueurs. Tu sais, je suis pas comme, je recense pas ça comme, avec une charge émotive très intense, tu sais. C'est comme, je le ferme, puis ça finit là. Mais je me rappelle d'une époque, surtout quand je créais du contenu, ben, surtout sur Facebook, qui est vraiment une plateforme incroyable pour les discussions et les polémiques, là. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, quand les débats, ils partent sur Facebook, tu sais, c'est facile de te laisser entraîner. Ou même, tu vois un article du Journal de Montréal, puis tu décides que tu as envie de répondre en commentaire. Puis là, soudainement, tu passes ta soirée, des heures de ton temps à t'obstiner avec des gens, puis tu mets de l'énergie là-dessus, puis tu mets donc du temps, puis tu te couches le soir, puis t'es comme, tu shakes, tu sais, t'es comme, je comprends pas que les gens, ils comprennent pas, tu sais, je comprends pas que les gens soient méchants comme ça. Puis au final, tu sais, ça te laisse comme une espèce de sentiment de pas bien. Puis moi, c'est ça que j'avais plus envie de vivre, tu sais, de toutes sortes de manières, tu sais, j'ai plus envie, tu sais, que quand je publie quelque chose, je me couche, je fais, j'aurais-tu pas dû publier ça, non, j'ai envie que quand je me couche, mes yeux, ils se ferment, puis que comme j'aille dormir, tu sais. Fait que, qu'est-ce que je consomme sur les réseaux sociaux? Est-ce que je veux que ce soit des trucs qui me font rire, des trucs qui me font réfléchir? Est-ce que je veux apprendre? Tu sais, puis encore une fois, t'as pas besoin de choisir juste une chose, t'es multifacette, là. Choisis tout ce que tu veux suivre. Mais, tu sais, des fois, quand il y a des comptes que tu te rends compte que t'es comme, ça devient un peu obsédant, ben te demander si c'est peut-être pour les bonnes raisons que tu suis. Fait que tu sais, refaire des réseaux sociaux, puis c'est ça, je tiens mon bac à sable, là, mais moi quand j'étais jeune, j'avais un Skyblog, puis tu sais, c'était vraiment quelque chose que c'est un blog, dans le fond, c'est un site internet que tu avais, puis il y avait juste tes amis qui allaient le voir. Jamais tu pensais, tu faisais pas ça en disant "Hey, je vais devenir célèbre". Tu le faisais parce que toi ça te faisait rire, tes amis ça les faisait rire, puis vous aviez du fun tous ensemble. Puis moi je pense que c'est ça mon vœu en fait, tu sais, pour les gens puis pour les réseaux sociaux, c'est de réapprendre à faire des réseaux sociaux un endroit de création amusante puis ludique, tu sais, d'en refaire quelque chose pour lequel on a du plaisir puis qui nous apporte du positif puis qui nous permet de chialer aussi puis de ventiler, parce que moi c'est clairement 90% de ce que je fais, le ventiler puis comme sortir le méchant. Mais justement, quand je m'en sers comme catharsis puis que je garoche tout qui me fait chier de ma journée ces réseaux sociaux, ben après ça je me sens bien, tu sais, ça m'a apporté du bien, puis justement, tu sais, je vis une situation difficile, ben les gens font "Hey, j'ai vécu la même chose" ou "Je comprends tellement ce que tu dis", ben là ça m'apporte du bien, même si ça part de quelque chose de négatif, ben là il y a une chaîne, OK, ben on a vécu de quoi de poche tout ensemble, mais on se reconnaît les uns les unes les autres là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça, se réapprendre à utiliser les réseaux sociaux puis de le faire d'une manière qui soit saine pour nous. Le côté rassembleur humain, oui, le soutien ça, aussi, tu sais, oui, même ça, si c'est virtuel. Tu sais, moi, j'invite tellement le monde à le faire parce que j'en vois tellement, tu sais, justement, du monde, soit qui interagissent avec des gens qui interagissent jamais en retour, tu sais, qui écrivent à l'ISO comme si c'était leur meilleur ami, puis tant mieux si ça te fait du bien de juste l'écrire, mais tu sais, si c'est comme quasiment t'as envie d'une réponse, ben tu sais, te remettre en perspective aussi de dire, ben peut-être que les échanges humains t'apportent plus que les échanges un peu d'idéolatrie, là, je sais pas comment le dire, là, mais des fois, on est là comme juste pour idolâtrer du monde, mais promis, leur vie est vraiment pas si cool qu'en a l'air, puis ta vie est vraiment comme très correcte comme elle est, je te le garantis. Puis on parlait justement de comptes un peu à suivre tantôt ou de désabonner de certains comptes qui nous font sentir mal. Est-ce que tu en aurais des comptes à nous suggérer, tu sais, de modèles qui sont positifs, authentiques, qui aident à s'accepter avec ou sans filtre ou avec une diversité corporelle? Ben moi, il y a vraiment une créatrice, c'est drôle parce que c'est ça, c'est vraiment pas parce que dans la neutralité corporelle quoi que ce soit là, c'est MH lectrice, Marie-Hélène. Elle fait du contenu justement, elle fait des reviews de ses lectures, puis déjà là moi c'est pour ça que ça me parle beaucoup, mais quand elle fait des stories, son niveau d'humour puis de comme je m'en fous puis de la manière dont elle
parle. Il y a tellement, justement, j'ai l'impression d'être avec ma chum dans son salon qui me raconte comme sa journée. Puis ça, je suis comme, ça m'a fait réaliser à quel point j'en avais pas tant que ça du monde que je suivais. Puis que je suis comme, hey, mon Dieu, la manière dont elle me parle, c'est la manière dont elle me parlerait dans la vraie vie. Moi, ça me fait ça quand je t'écoute. Oh, oui! Merci! Parce que c'est ça, je revenais avec ce que je disais tantôt, c'est que des fois, tu rencontres du monde dans la vraie vie, puis t'es rencontré sur les réseaux sociaux, puis tu fais, c'est vraiment une bonne personne des deux côtés, mais c'est-tu vraiment la même personne, tu sais? La manière dont elle me parle présentement, puis la manière dont je la vois sur les réseaux sociaux, ben des fois même la voix est pas pareille, puis t'es comme, ah, c'est fou, tu sais, tu crées une story, puis là tu prends moi j'avais appelé ça, tu sais, la voix de story, tu sais, tu te fais une espèce de voix comme de radio, tu sais, pour parler, puis ça c'est vraiment quelque chose que je vois, puis je suis comme, ah, c'est fou, on en est là, tu sais. Fait qu'en tout cas, Marie-Hélène, quand elle parle, moi, elle me donne l'impression d'être ma chum dans mon salon, puis ça me fait vraiment plaisir, elle me fait vraiment rire. Puis sinon, tu sais, je parlais des célébrités puis d'idolâtrie, mais tu sais, je me suis rendu compte que j'écoute beaucoup sur TikTok Lewis Capaldi, qui est le chanteur. En tout cas, c'est un chanteur. Si vous le reconnaîtriez, là, mais Lewis Capaldi, il s'en fout de quoi il a l'air, là, complètement, là. Genre, pis il chante des tunes d'amour, là, comme tu brailles, tu l'écoutes, t'es déchiré. Mais sur ses TikTok, il est comme en chandail avec de la moutarde sur son divan, puis il réagit aux TikTok de d'autres mondes. Puis là, je suis comme, hey, tu sais, le gars, il fait tu sais, il est millionnaire, là, il fait des chansons d'amour à n'en pleurer. Mais sur ses réseaux sociaux, il est comme, moi, j'en ai vraiment rien à foutre, comme je vis ma meilleure vie. Puis je suis comme, hey, ça me fait du bien. Tu sais, de voir que même une célébrité comme ça peut faire comme, m'en fous complètement, comme je fais ce que je veux. Puis il y a aussi, je pense que c'est Morgan Priestley, là, mais dans le fond, elle, c'était une ancienne créatrice de contenu mode. Fait que quand on regarde ses anciennes photos, là, c'est vraiment comme hyper Instagrammeuse, là, les photos lichées et tout. Puis je crois que c'est un peu avant la pandémie, là, mais elle a vraiment eu comme un moment où elle était comme, je suis plus capable de faire semblant que c'est comme c'est ça, tu sais, je suis plus capable de faire semblant. Elle parle de choses tellement crues, puis tu sais, comme elle en fait tellement des niaiseries, puis de la manière dont elle se présente, t'es vraiment comme elle là, elle a décroché là. Elle l'a fait la game là, tu sais, elle l'a vécu, elle était Instagrammeuse, puis elle était là vraiment là, t'as regardé, t'étais comme wow, elle représente comme vraiment le beauty guru, toute la douceur, puis finalement t'es comme elle a fait. Moi je m'en fous même comment elle s'habille, tu sais, elle porte là des affaires, puis je suis comme wow, tu sais, ce niveau de liberté puis de laisser aller là, comme c'est un peu beau, tu sais, c'est un peu merveilleux parce que j'ai beau, tu sais, avoir l'air authentique et tout ça sur les réseaux sociaux, ben il y a des codes que j'ai intégrés puis internalisés moi aussi, tu sais, j'ai de la misère à avoir les cheveux courts, tu sais, il y a des trucs comme ça par rapport à ma silhouette, comment je m'habille, ben tu sais, j'ai encore tendance à tendre vers des choses qui sont considérées plus flatteuses, fait que quand tu vois quelqu'un qui a vraiment comme aboli ces codes-là, c'est comme vraiment, me semble que c'est Morgan, là, évidemment, parce que j'essaie de parler en même temps de chercher mon cellulaire, fait que ça fait une recherche plutôt médiocre, mais oui, c'est ça, c'est Morgan Priestley, fait que dit avec mon accent, puis il y a même aussi Claudie Mercier, que je trouve, que tu sais, je peux pas dire que j'ai pas écouté Occupation Double, mais chaque fois que je la vois passer dans mon feed, j'ai la réflexion de me dire que je trouve ça rafraîchissant de voir surtout dans le cadre où elle est, là, une ancienne d'Occupation Double, ben, tu sais, de voir une vidéo, un sketch humoristique qui est fait sans être maquillée, sans être dans son salon, tout simplement, de la manière dont elle parle aussi. Fait que, tu sais, je la connais pas, à quel point c'est authentique, rendu là, c'est ma perception, mais je trouve que ça fait du bien de voir, c'est ça, de veux pas les anciennes d'OD, tu sais, il y a quand même une image qui vient avec, justement, être très, très dans les normes quand on fait Occupation Double, mais tu sais, de voir quelqu'un qui sort d'OD puis qui fait comme moi, pour vrai, je fais mon contenu comme je veux le faire, puis elle parlait aussi de troubles alimentaires puis plein de choses, fait que, tu sais, je trouve ça, je la trouve vraiment intéressante, fait que c'est des comptes comme ça, là, qui me viennent vite en tête, quand on parle un peu plus de naturel sans filtre, là. Sinon, ben là, si on parle de diversité corporelle, on tombe dans un autre, là, mais je vais pas m'éterniser pendant 1000 ans. On va suivre tes réseaux sociaux, fait comme ça aussi, on suivra ce que tu repartages et des comptes qui t'inspirent aussi. Oui, parce que vite comme ça, sur le faire, des fois, tu y penses pas, mais j'en repartage. Quand je vois quelque chose qui me fait plaisir, c'est ça que je repartage. Eh bien, merci pour toutes ces belles suggestions-là. Ça a passé super vite encore une fois, là, cet épisode. C'est déjà terminé. Alors, merci beaucoup à nos invités pour vos propos aussi éclairants qu'inspirants. Si vous avez aimé le contenu abordé dans le balado, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique, vous pouvez vous rendre sur équilibre.ca, nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste.
Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation du balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.